Voilà. Donc on commence. Oui. Et bon, notre idée, c'est profiter aujourd'hui pour t'écouter un peu sur les sujets d'intérêt commun, des plans médicinaux, de l'usage médicinal, Oui. de l'endogénie. Qu'est-ce que sont les choses que tu veux partager avec notre confrère au Mexique? J'ai déjà un grand regret de n'avoir pas pu me rendre à cette importante manifestation et je salue tous les médecins et tous les professeurs d'université et tous les administratifs qui sont ici présents et je souhaite un grand succès à ce congrès. Écoute, ça fait maintenant plus de 25 ans que nous nous connaissons et que nous travaillons en étroite collaboration. Le travail qui a pu être fait au Mexique par toi pendant toutes ces années est vraiment considérable puisqu'il a permis de créer un centre officiel de traitement des malades à l'aide des plantes médicinales. Parce que le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut réintroduire le malade au centre du système de soins. Vous voyez, actuellement, en France, nous avons ce qu'on appelle le système d'assurance maladie, alors qu'on devrait plutôt l'appeler assurance patient, assurance malade. Parce qu'à partir du moment où on se focalise sur la maladie, on perd le patient. Or, le patient, il est infiniment plus vaste que la maladie. La maladie n'exprime qu'un déséquilibre particulier dans son être physique ou émotionnel ou mental, d'un état qui est d'un être inséré dans un milieu social, dans un milieu cosmique, et dans un milieu politique, dans un milieu familial, etc. Et tous ces éléments de la complexité du milieu dans lequel un individu est situé jouent un rôle fondamental dans la genèse de ces maladies. Donc c'est très important, bien évidemment, de se focaliser sur la maladie et de connaître les éléments qui génèrent la maladie et les éléments qui permettent de traiter la maladie. Mais la médecine actuelle, tu le sais comme moi, elle a fait des grandes découvertes, elle a apporté beaucoup de bienfaits, mais elle bute quand même sur des limites que tout le monde s'amène à reconnaître universellement. C'est-à-dire qu'il faut maintenant changer un peu la perspective dont on aborde la maladie, mais replacer la maladie dans le malade, donc dans la physiologie du malade. Et la physiologie du malade, ça implique la connaissance de la vie du malade, de l'histoire du malade, de la façon dont ces maladies se sont constituées au fil du temps, de tout son espace de vie, depuis la naissance jusqu'au moment où la maladie explose. Parce que la maladie, elle n'apparaît pas par hasard, elle est la conséquence d'un ensemble de facteurs qui ont modifié l'équilibre physiologique d'un individu qui font que, eh bien, un jour il va déclencher ou elle va déclencher un cancer du sein, un autre va faire une maladie immunitaire et un troisième va faire une polyarthrite rhumatoïde. Ces maladies, elles n'apparaissent pas par hasard. Et l'approche que nous avons développée avec toi, avec ton aide et tout ce qui a pu se développer dans le monde à travers la création d'une fédération dont nous allons bientôt signer ensemble les règles de fonctionnement, eh bien, ça nous permet de diffuser une nouvelle approche qui se présente à plusieurs niveaux. Au niveau de la sémiologie, c'est-à-dire qu'on a perdu actuellement la notion de ce qu'est un malade dans la réalité du fonctionnement de son corps. Il faut donc prendre le temps d'examiner le malade, de l'écouter, de comprendre son histoire, parce qu'à partir de toutes ces informations qu'on va recueillir par notre écoute, par notre regard, par notre réflexion sur les signes qui sont apportés le malade, déjà cette étape est capitale pour envisager quels sont les éléments qui peuvent s'être déséquilibrés dans la physiologie normale du patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller d'emblée à la physiopathologie de la maladie, mais il faut replacer la maladie dans le fonctionnement physiologique de base d'un individu. C'est-à-dire qu'on va aller vers la vraie personnalisation. Parce que la personnalisation des traitements, ça ne va pas être la personnalisation du traitement de la maladie, qui est un point important, mais qui n'est pas suffisant, parce que la maladie, elle est générée par un individu qui est dans un état particulier de fonctionnement physiologique. Et tant qu'on n'aura pas réintégré la physiologie de base avant la physiopathologie, on va buter sur des limites, qui sont des limites qu'on va ne considérer la maladie que comme une entité en elle-même, issue du milieu dans lequel elle a pris naissance, c'est-à-dire un être vivant, intégré dans un milieu avec des problèmes émotionnels, affectifs, sentimentaux,
alimentaire, de relations avec les autres. Donc l'endobiogénie doit intégrer toute cette vision globale et ne pas se limiter à l'approche de la maladie. Donc première étape, c'est l'écoute. Or, si on considère notre pays, la France, et aux États-Unis c'est pareil, j'ai vu des résultats récemment, le temps consacré au malade, il est moins de 5 minutes. C'est un crime à l'égard du malade, c'est un irrespect par rapport à l'être qu'on a en face de nous. Il faut changer les concepts, il faut changer l'approche de la réalité. Ensuite, il faut prendre le temps d'examiner le malade. Maintenant, le malade vient avec un nom d'une maladie et on passe tout de suite au diagnostic par l'usage des machines. Mais l'usage des machines, ça ne montre qu'une partie de la réalité du malade, c'est-à-dire ce que le système nous permet de voir. C'est pour ça qu'il y a tellement d'examens complémentaires pour voir divers aspects du malade, dans le fonctionnement physiologique ou radiologique, etc. Mais le malade, c'est infiniment plus que tous ces examens. C'est lui qui contient toutes les informations. Donc, réapprendre à examiner le malade, faire les liens avec les signes, avec les systèmes, entre les fonctions, pour déboucher sur une vision élargie qui replace le signe dans la globalité du fonctionnement d'un être vivant précis qui est unique. Chacun de nous est unique, la science le crie de plus en plus tous les jours, et pour autant, on met de plus en plus le même traitement pour tout malade. Donc là, il y a des concepts à changer. Ensuite, c'est la troisième étape, c'est évidemment le recours aux examens complémentaires, qui sont capitaux. Il ne faut pas se priver des apports de la médecine actuelle, de la physiologie, de la recherche. Mais cette recherche aussi, elle doit être pensée non plus dans une vision dissociée comme on le fait actuellement, mais dans une vision d'intégration. C'est pour ça qu'au terme de ces deux étapes intégratives, de l'écoute du malade et de son histoire clinique, de l'examen clinique et de l'intégration des systèmes et des fonctions, pour mieux comprendre, au terme de ces deux étapes, comment le malade qu'on a en face de nous fonctionne, et la troisième étape qui est postérieure, c'est le recours au bilan complémentaire. Mais si vous n'avez pas fait les deux étapes, vous pouvez avoir les moyens les plus performants, vous pouvez passer à côté d'une réalité évidente si vous prenez le temps d'examiner le malade ou de l'écouter. Donc, revalorisation de la clinique, revalorisation de la sémiologie, dans une vision élargie et intégrée, ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement en médecine. Et pour prendre l'exemple de la biologie aussi, elle est désintégrée. Et c'est pour ça que dans la vision endobiogénique, nous avons proposé une vision intégrée. On ne va pas rentrer dans cette vision-là qui est complexe, mais elle est capitale aussi dans la mesure où elle est dans une étape d'intégration. Et au terme de ces trois éléments complémentaires et indispensables, vous arrivez au diagnostic, qui n'est qu'à la conséquence de toutes ces étapes que vous devez obligatoirement faire, que ce soit pour un patient atteint de cancer, ou d'une dépression, ou d'un trouble digestif, ou d'une insomnie. Chaque fois, vous devez suivre ce type de fonctionnement. Malheureusement, la médecine a perdu ce sens de la logique de la réflexion, et surtout de la nécessité d'intégrer les signes entre eux pour voir un malade unique en face de nous et mettre en face un traitement qui lui sera spécifique. Alors après, une fois que vous avez établi un diagnostic en profondeur, ce qu'on appelle un diagnostic de terrain endobiogénique, à ce moment-là, vous voyez apparaître un autre panorama qui se cache derrière celui qui porte le nom de cancer du sein. Vous allez voir apparaître la thyroïde, vous allez voir apparaître le foie, vous allez voir apparaître l'immunité, l'alpha-sympathique, le bêta-sympathique. Vous allez avoir toute une vision totalement originale qui fait que vous allez enrichir votre compréhension de la malade qui est en face de vous. Et elle a un cancer du sein, sa copine a aussi un cancer du sein, le même cancer, et vous allez mieux comprendre pourquoi l'une va récidiver au bout de 6 mois après le traitement, et pourquoi l'autre, 10 ans après, sera en vie sans aucune récidive. Donc, au terme de ces étapes, vous faites un check-up qui est vachement et terriblement élargi. Et ce check-up élargi, il vous permet d'établir un diagnostic complexe, personnalisé sur le malade, et non plus personnalisé sur la seule maladie comme on fait actuellement en médecine. Ensuite va se poser le problème du traitement. Alors le traitement, c'est quoi? C'est toutes les armes dont nous possédons, nous médecins, à nos dispositions, que ce soit le remède chimique, que ce soit la chirurgie, que ce soit les nouvelles molécules dites hyper personnalisées dans leurs actions, que ce soit tout ce qui est envisagé pour le futur, qui aura sa place obligatoirement dans la stratégie endobiogénique thérapeutique. Mais l'élément fondamental,
sur lequel nous travaillons, nous en France, depuis 40 ans avec Durafour, et au Mexique depuis plus de 20 ans maintenant, et où nous voyons les conséquences positives de cette approche, c'est-à-dire que vous allez vers une revalorisation de la plante médicinale et vous la réintroduisez dans le système de santé comme l'élément de base quotidien pour le traitement des malades. Pas des maladies, des malades. Alors bien évidemment, cela nécessite un certain nombre de critères. Il faut savoir quel matériel vous utilisez, quelle plante, l'origine botanique, comment les principes actifs globaux ont été extraits, quels ont été les modes de conservation, les formes galéniques avec lesquelles vous utilisez le médicament. Donc c'est une science complexe qu'on appelle la phytothérapie clinique, qui est totalement intégrée dans la vision médicale. Et cette vision médicale, elle doit replacer la plante médicinale, je vous l'ai dit au départ, au centre du système. Mais cette plante médicinale, il y a diverses façons de l'utiliser. Il y a la façon traditionnelle empirique qui a fait ses preuves, et il y a un grand respect à avoir par rapport à toutes ces connaissances millénaires. Il ne faut pas les rejeter, mais il faut les analyser au travers des critères de la science moderne, et surtout de la clinique, de l'application médicale de la plante, dont les effets peuvent être vérifiés par les améliorations que beaucoup de médecins dans notre réseau d'OBGI dans le monde, dans plusieurs pays qui utilisent cette application de la plante médicinale, voient tous les jours des résultats qui sont étonnants et qui peuvent dérouter, je le comprends légitimement, la pensée d'un médecin qui n'utilise que le remède chimique pour traiter une maladie et qui n'est pas dans la vision d'une approche globale du patient. Donc il va falloir apprendre les propriétés thérapeutiques de la plante, apprendre à les intégrer dans une stratégie de traitement, comment ces plantes peuvent être utilisées en tant qu'elles-mêmes, sous quelle forme, pour quelle durée, dans quelle finalité, en association avec telle et telle autre plante, et de connaître aussi les effets de ces complexes de plantes que vous utilisez sur le métabolisme des substances chimiques lorsque le malade est obligé de prendre des traitements chimiothérapiques, par exemple en cancérologie. Donc c'est un bouleversement total que la biogénie approche, mais cette approche, elle n'est basée que sur la science actuelle, sans renier le passé. Il faut respecter le travail de nos ancêtres, nous sommes issus d'eux, et il y a un grand respect à avoir. Et la médecine n'a plus le respect par rapport aux connaissances des ancêtres. Parce que ce savoir traditionnel, il y a des trésors à l'intérieur qu'il faut aller chercher à travers le crible de la réflexion scientifique, de la réflexion du médecin. Voilà en gros ce que je peux dire sur le message. Ça, c'est une connaissance vivante, ce n'est pas seulement la connaissance des ancêtres. Dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de connaissances qui sont dans le côté de ces stratégies de survivance des gens. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de la potentialité de la phytothérapie clinique et de l'endobiogénie dans le cadre de la santé publique? Je pense que dans le cadre de la santé publique, il devrait y avoir des campagnes d'éducation du public à l'usage de plantes médicinales qui ont fait leurs preuves dans l'usage traditionnel et que la médecine actuelle peut confirmer. Il faut qu'il y ait cette alliance entre la tradition et la science. Ça ne doit pas s'exclure, ça doit s'éclairer l'un et l'autre. Mais je pense que si on réintroduisait une formation du public à un usage cohérent des plantes médicinales d'après les données de la tradition, et Dieu sait s'il y a une tradition très forte au Mexique, mais cette tradition, elle doit être éclairée par la science, elle n'est pas en opposition, tu vois. Je ne voudrais pas qu'on fasse d'un côté la tradition, ça c'est le monde de la tradition, c'est le monde de la science. À ce moment-là, on fait une dichotomie qui serait préjudiciable à long terme pour l'avenir de la phytothérapie clinique. Il faudrait que d'abord, tous les médecins, mexicains comme français comme autres, réapprennent l'usage de la plante médicinale. Donc derrière tout ça, il y a un problème de formation. Donc il y a un problème de choix politique. Donc il y a un problème, comment se situe l'usage de la plante par rapport à l'usage du médicament de synthèse dont la fonction est essentiellement une fonction de faire partir les symptômes de la maladie. Alors que là, nous sommes dans une vision beaucoup plus large, où on traite aussi la maladie, mais dans le même temps, il faut traiter le fond du malade. Et la plante médicinale, par la façon dont elle est le fruit de l'élaboration de la vie dans le végétal,
elle renferme des substances chimiques, naturelles, qui ont des effets considérables sur le corps humain quand on sait bien les utiliser. Et donc là, ça revient à la notion, il faut que ce soit des automédications dirigées. On ne peut pas dire aux gens, faites n'importe quoi avec les plantes. Parce que tu as des malades qui font des automédications, parce qu'on leur dit, cette plante est bonne pour le foie, mais dans la façon dont leur foie, eux, réagit, ça peut se retourner contre eux, ça peut être négatif. Tu vois. Donc, il faut une collaboration, si tu veux, entre la tradition et la science. Il ne faut pas qu'il y ait un fossé comme il est actuellement. C'est très préjudiciable aux malades. Et qu'est-ce que tu penses du défi de mettre la proposition d'une médecine intégrative et aussi de la phytothérapie clinique dans le cadre des services de soins publics? Je pense sur le mot-clé de l'accessibilité. Nous avons essayé en France, nous avons proposé avec Durafour, il y a plus de 20 ans maintenant, à l'assistance publique d'ouvrir des dispensaires dans lesquels des médecins français pourraient traiter les malades avec les plantes médicinales. Ça fait 20 ans. Nous attendons encore la réponse 20 ans plus tard. Si tu veux, c'est un challenge extrêmement considérable pour des raisons à la fois de principe, pour des raisons économiques, pour des raisons alléguées pseudo-scientifiques, mais jamais personne en France n'a réellement considéré, par rapport à la question que tu poses, la possibilité qu'il y aurait, sous contrôle du ministère de la Santé, de créer des dispensaires de soins où la plante médicinale serait la base de la médecine. Au contraire, on exclut la plante médicinale de la réflexion scientifique dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, dans la majorité des pays d'Europe. Par contre, dans des pays comme les vôtres, des pays du tiers-monde, qui sont plus défavorisés encore, là, il y a un grand élan qui est le retour à la tradition, mais avec les limites que la tradition propose. Parce que si tu n'as pas un diagnostic, qu'est-ce que tu vas traiter? Tu dis, j'ai mal à la tête, prenez cette plante parce que j'ai un mal de tête. Mais le mal de tête, il y a tellement de facteurs différents qui peuvent interférer, et des plantes qui ont des actions tellement différentes sur chacun de ces facteurs. Comment tu vas te retrouver, comment tu vas apporter une sécurité aux malades? Mais il y a quand même des grandes plantes qui pourraient être utilisées quotidiennement dans le cadre d'une prévention de base et qui permettrait de développer l'économie phytothérapique des pays qui vont dans cette voie-là et qui ne soient pas aliénés au monde de la chimie exclusivement. La chimie, elle a sa place, mais c'est une place exclusive de tout le reste, alors que ça devrait être une place limitée, mais bien ciblée, parce qu'elle utilise cette place dans des cas très déterminés et précis. Mais elle ne devrait pas être généralisée comme elle l'est maintenant. Il faut introduire la plante dans le système de santé, oui. C'est sûr. Peut-être comme la dernière question, qu'est-ce que sont votre mots dirigés à les confrères, et aussi plutôt à les confrères jeunes qui sont dans la démarche de la médecine? Alors, les confrères jeunes qui sont donc au cœur des données actuelles de la science, de la génomique fonctionnelle et de tout ça, de tous ces thérapeutiques ciblées, n'ayant pas la pratique, ne voient pas dans la réalité des faits les limites de cette approche. Si on regarde par exemple la cancérologie, il y a actuellement ce qu'on appelle la cancérologie personnalisée. On cible sur des éléments anormaux du génome d'une tumeur. Tu vois des résultats spectaculaires. Moi, j'ai vu des résultats spectaculaires. En 3 semaines, tu as des tumeurs qui sont nettoyées. Le problème, c'est que 6 mois, 1 an après, elles reviennent. Tu te dis, là, il y a quelque chose qui échappe dans la réflexion. Pourquoi elles reviennent? Parce qu'on ne traite que la maladie, on ne traite pas le malade. Or, la maladie, elle n'est que la conséquence de la façon dont le malade s'est déséquilibré dans l'ensemble de ses systèmes. Si tu n'as pas une approche globale, comme je l'ai dit au début, sur la sémiologie clinique, sur l'examen clinique, qui est le cœur il est là, hein, et sur une biologie plus intégrée, à ce moment-là, tu feras des progrès partiels qui vont coûter des fortunes et qui vont améliorer 10%, 20% des malades avec un échappement au traitement au bout de 2 ans maximum. C'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus. Donc une remise en question de cette approche, il faut la faire, il ne faut pas la rejeter. Elle n'aura sa place qu'une place précise, particulière. Mais il ne faut pas faire la confusion
entre ce qu'ils appellent, eux, médecine personnalisée, qui est la personnalisation du traitement de la tumeur, si on s'applique à la cancérologie, et la médecine personnalisée, qui est la prise en compte de l'état du patient dans sa complexité physiologique et physiopathologique de la maladie, tu vois. Mais alors, pour finir ta réponse sur les jeunes médecins, eh bien, les jeunes médecins, on en a des jeunes qui viennent. Au départ, ils se disent, mais on va apprendre aussi les plantes, on va apprendre une physiologie intégrée, une sémiologie. Ils sont complètement stupéfaits. Et au bout d'un an, tous ceux qui rentrent et les jeunes qui suivent, ils deviennent des fidèles parce qu'ils comprennent que c'est une étape supplémentaire, un élargissement de la conscience médicale qui est apporté grâce à l'endobiogénie. Donc nous avons de l'espoir pour l'avenir, mais tu t'es bien rendu compte, Paul, à quel point c'est difficile le temps que ça prend. Il a fallu déjà émerger la pensée, et grâce au génie de Durafour, qui a proposé l'endobiogénie des 40 ans, en 71-72, quand on a commencé à travailler ensemble, on est parti dans cette voie-là, mais ça a pris, pour faire émerger une pensée progressivement, ça a été un très long chemin. Mais maintenant, l'enseignement est prêt, il y a des structures dans divers pays. On va signer bientôt, je pense, un accord dans le cadre de la fédération qu'on a créée avec vous il y a un an, pour développer ce courant de pensée qui, à mon avis, dans la pratique quotidienne que j'ai encore tous les jours à mon âge, me démontre la validité de la réflexion scientifique qu'il y a derrière. La validité. Bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour ta fidélité au fil des années. Muchas gracias. Merci. Bueno, hasta luego. Gracias. Voilà, comme ça fait